Promotion du master d'évaluation des politiques publiques est heureuse de vous accueillir et remercie de votre présence. Bien entendu, nous étions amenés à être plus nombreux à cette heure-ci. Nous pensons que les conditions météorologiques ont conduit à ce que certaines personnes soient retardées. On espère simplement retardées. Votre présence, en tout cas, témoigne encore de l'importance du sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Nous remercions encore une fois les intervenants de s'être déplacés. 2 tables rondes sont prévues. Vous disposez vraisemblablement du programme. Et dans la mesure où nous avons commencé donc avec un peu de retard, nous allons sans plus tarder commencer en vous demandant de ne pas oublier de renseigner le questionnaire d'évaluation de ce colloque, de façon à ce que vous nous aidiez à en améliorer la réalisation. Je vous remercie. Concrètement, dans la mesure où Mme Anne Leroy n'est pas encore parmi nous, je vais demander à Mme Laure Agnès Suta de bien vouloir intervenir. Oui, oui. Alors, Mme Anne Leroy souhaite en introduction présenter la Société française de l'évaluation. Donc, je lui passe le micro. Merci, pardon. Élise Crovella ne pouvant pas être disponible, elle est animatrice du club Rhône-Alpes pour la Société française de l'évaluation. Je vais essayer de la suppléer, puisque je suis moi-même vice-présidente de cette association. Donc la Société française de l'évaluation, c'est une association loi 1901 qui est composée de consultants, chercheurs, collectivités, services de l'État, services publics, qui travaillent sur l'évaluation ou sont intéressés par l'évaluation. Il y a un site internet www.sfe-asso.fr où vous retrouverez à la fois la composition du conseil d'administration, les différentes thématiques, l'actualité et les agendas des groupes de travail de cette association. Quoi dire d'important? C'est quand même une association où il y a 363 individuels qui sont inscrits, 90 institutionnels et à l'intérieur de ceux-ci, 300 à 400 ayant droit, c'est-à-dire que personne qui participe à l'ensemble des réflexions et aux différents colloques qui sont organisés par l'association. Il y a une journée, enfin plutôt 2 jours, tous les 2 ans, qui regroupe l'ensemble des évaluateurs sur le territoire français, en invitant parfois des homologues francophones. Elle a lieu, ces journées françaises de l'évaluation ont lieu cette année, le 6 et 7 juin à Grenoble, donc c'est pas loin. Avec donc, pour ceux qui participent aux groupes thématiques nationaux ou aux clubs régionaux de l'association, la possibilité de débattre dans des pré-sessions ou dans des cafés-forums. Voilà, vous avez sur le site internet des journées spécifiques dédiées à des thématiques, comme l'évaluation de l'aide au développement, qui a lieu le 28 février, et bien d'autres journées. Je vous laisse aller surfer tranquillement pour les sujets qui vous intéressent, puisque sur les groupes thématiques, à chaque fois, c'est évaluation et développement durable, évaluation et politique de santé, évaluation et développement économique, etc., etc., évaluation et politique de développement territorial. Vous avez un certain nombre de sujets qui peuvent vous intéresser. Voilà, je passe la parole à Laure Agnès Suta, qui se présentera. Bonjour, je suis donc Laure Agnès Suta, je travaille au Conseil général du Gard. Je suis directrice d'une petite équipe, on est 8 en tout avec le secrétaire, et on ne fait pas que l'évaluation de politique publique, puisqu'on fait aussi du conseil en gestion, de l'accompagnement,
en organisation. Et plus récemment, on accompagne les services qui veulent faire de la concertation citoyenne dans les nouveaux projets. En vous disant ça, je précise aussi que donc toutes les évaluations faisant partie étant considérées comme des nouveaux projets ont un volet concertation citoyenne. Je dis bien citoyenne et pas bénéficiaire usagé, ce qui est une autre dimension. Voilà. C'est une direction qui existe depuis 9 ans maintenant et qui est directement rattachée à la direction générale des services. Voilà. Alors, ça c'est le titre de la table ronde, avec finalement comment vérifier, comment s'assurer que ces travaux d'évaluation vont bien être utiles et utilisés par les commanditaires que sont, en tout cas, pour comment on considère nous les commanditaires, que sont les élus, même si au départ la commande peut être une proposition de l'administration à travers un directeur général adjoint ou une direction, même un chef de service. In fine, la commande d'évaluation, je ne vous dis pas, c'est une valeur absolue, ce que je suis en train d'énoncer, mais comment on considère ça au Conseil général du Gard. In fine, l'évaluation, c'est une commande politique, donc elle se traduit par une lettre de mandat signée par le président du Conseil général pour officialiser le lancement de cette évaluation. J'insiste un petit peu parce que pour moi, ça facilite et ça implique dans la suite, c'est-à-dire dans justement l'utilisation des résultats. Alors j'ai essayé avec mon équipe, quand j'ai accepté donc de témoigner dans votre colloque, là, on a réfléchi ensemble sur finalement, après 9 ans de pratique, après 20 évaluations de politique publique et une dizaine d'évaluations de projets, donc pas mal de recul, quels sont les facteurs pour nous qui ont fait que les préconisations qu'on avait fait, que les évaluateurs ont fait, ont pu être ou pas intégrées et prises en compte par le Conseil général. Pour ceux qui ne savent pas, il faut aussi que je précise que dans cette équipe, on conduit aussi des évaluations, c'est-à-dire qu'on en confie à des prestataires, environ en moyenne 2 par an, et on en conduit en interne. Donc on conduit une grosse évaluation de politique publique en interne par an, plus on garde tout ce qui est évaluation de projet, de dispositif. Donc on a de l'expérience et encore une fois de la capitalisation. Donc on s'est dit que quand on a analysé ça, parce qu'on a des retours, mais qu'on n'a effectivement pas forcément analysé, donc ça nous a obligé un petit peu à faire cet exercice. Il y a des conditions qui tiennent au type de recommandation, au type de préconisation même. Et là, c'est vraiment la même chose, que ça soit fait par un bureau externe, que ça soit fait par l'équipe. On se rend compte qu'on fait des préconisations qui peuvent être d'ordre stratégique, donc qui peuvent remettre en cause des choses fondamentales dans l'intention, dans les objectifs politiques. Et puis, il y a des préconisations qui sont beaucoup plus opérationnelles. Je vais vous prendre un exemple. Quand on a fait, là c'était en interne, 2 années de suite, l'évaluation de la politique personnes âgées, avec une année c'était le maintien à domicile et une deuxième année les personnes en maison de retraite, on avait mis en évidence, y compris en travaillant beaucoup sur les coûts comparés, qu'il fallait absolument arrêter de construire des maisons de retraite et qu'il fallait travailler à des dispositifs alternatifs entre le domicile, c'est-à-dire c'est pas noir ou blanc, il peut y avoir des dispositifs intermédiaires où les personnes vivent dans des habitats regroupés, etc. On avait en plus été faire du benchmarking loin, puisqu'on avait regardé ce qui se faisait dans les pays scandinaves, où ils avaient carrément même démoli les maisons de retraite. Donc on avait fait ce genre de préconisation, pas de démolir, mais d'arrêter d'en construire. Et ça avait été un vrai choc, y compris la directrice de l'époque qui avait contesté nos chiffres, parce qu'en plus on mettait en évidence que ça coûtait plus cher que le maintien à domicile. Et puis on ne voyait rien venir, donc un vrai choc, c'était une évaluation assez musclée, on va dire.
Et puis, il y a 3 ans, donc presque 3 ans après, une annonce très forte du président du Conseil général qui dit on arrête de construire des maisons de retraite et on travaille sur le maintien à domicile collectif. Donc il travaille la direction de la solidarité avec la direction de l'aménagement du territoire à ce qu'ils appellent les maisons du bien vivre. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais dire une bêtise, mais peu importe. Et ça a mis du temps. Mais là, vous vous rendez compte, c'était vraiment... ça bouleversait complètement la politique publique de personnes âgées. À côté de ça, on peut faire dans des évaluations des préconisations très concrètes. Rédiger un guide, je vais dire n'importe quoi, avec les personnes handicapées pour améliorer l'information aux personnes handicapées. Ça ne bouleverse en rien l'intention de la politique. C'est très concret, ça peut se mettre en œuvre très facilement. Donc voilà, je voulais éclairer avec ces deux extrêmes-là, parce qu'il y a plein de choses au milieu, pourquoi, selon le type de préconisation, ça peut prendre plus ou moins de temps. On voit aussi dans les préconisations qui sont faites, des préconisations qui sont déjà très abouties, presque comme un projet, où on sait que c'est tel groupe, en 3 mois, avec tel moyen, qui va pouvoir... je reprends l'exemple du guide, qui n'est pas un vrai exemple. On voit tout de suite que c'est faisable. Par contre, il y a des fois des préconisations qui sont énoncées presque comme du Yakafokon, c'est-à-dire vraiment une grande ligne, et où il faut passer de cette idée à un avant-projet, voire au projet vraiment. Et là, c'est vrai que et je vous assure qu'on voit des préconisations qui sont très, très floues comme ça. Et là, forcément, ça nécessite du temps après l'évaluation pour pouvoir concrétiser et voir aussi si c'est faisable. Parce que même si la préconisation, dans l'idée, elle peut être retenue, une autre chose, si on la lance comme ça de façon très peu, assez abstraite, on peut se rendre compte, quand on travaille vraiment l'idée pour en faire un projet, qu'elle va être beaucoup plus difficile à réaliser. Donc ça, c'est les deux, je dirais, les deux typologies de préconisation qui font qu'elles sont plus ou moins vite intégrées dans la mise en œuvre de la politique. D'autres facteurs qui sont liés au type d'évaluation qu'on lance. Alors, déjà, vous savez, il y a des évaluations qu'on lance ex ante pour nous permettre justement de définir une nouvelle politique. Il y a celles qu'on fait chemin faisant et puis il y a celles qu'on fait ex post. Et en fait, on se disait dans l'équipe que finalement, le moment où on lance l'évaluation, ça apporte un degré d'acceptabilité plus ou moins fort. Pour nous, ça nous a paru, et de fait, ça a été traduit concrètement, le fait qu'on lance une évaluation ex ante, c'est vraiment qu'on a besoin, on en a besoin, c'est-à-dire que pour définir même la politique. Donc les recommandations qui sont plus là sur des types d'orientation et des types de stratégies à choisir vont être plus facilement, parce que là, c'était carrément l'objet de la commande. C'est la même chose pour les évaluations itinérées, puisque, tel qu'on conçoit nous, je ne sais pas, encore une fois, une définition gravée dans le marbre, mais tel qu'on le pratique nous, les évaluations itinérées, c'est souvent des nouvelles politiques ou des nouveaux dispositifs que les services lancent et où ils nous demandent de les accompagner, chemin faisant, pendant 1 an, voire 2 ans, c'est ce qu'on a fait dans plusieurs cas, pour voir tout de suite, non pas les effets, mais les résultats produits et pouvoir réorienter assez vite et adapter. Là aussi, il y a une vraie demande qui est sur les objectifs même de la politique. Donc là, les préconisations seront et sont beaucoup plus facilement intégrées. Encore une fois, c'est l'objet même de la demande. C'est plus difficile parce que, encore une fois, il y a des objectifs différents quand on lance une évaluation ex post. Et quand il y a des surprises, ça peut être plus difficile à intégrer parce que là, c'est du changement, y compris du changement dans les pratiques professionnelles. Donc, pour nous, il y a une différence aussi dans le type d'évaluation qu'on produit. De la même façon, le moment où les évaluations sont déclenchées. Vous savez que en tout cas dans les départements, on travaille beaucoup sous forme de schémas ou de plans
qui sont des documents, encore une fois, d'intention, de programmation assez généraux, qui sont élaborés pour 5 ans et donc qui sont renouvelés. Là, on vient de terminer, par exemple, l'évaluation du 5e plan départemental en faveur des personnes défavorisées, les logements sociaux, et on a fait cette évaluation pour écrire le 6e plan. Donc là, c'est dans la logique, je dirais, du cycle, hein, d'un schéma ou d'un programme ou d'un plan. Du coup, les préconisations, c'est ce qu'on attend aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui a bien ou mal fonctionné et comment on peut intégrer ça dans les futurs plans ou schémas. Autre exemple, quand je dis, c'est le moment où l'évaluation est déclenchée, et là, on n'a pas d'exemple justement au Conseil général du Gard, parce que chez nous, c'est un point faible, c'est-à-dire que c'est très déconnecté, complètement déconnecté du cycle de dialogue budgétaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut travailler, parce que si vous voulez, les résultats des évaluations sont mal utilisés par l'ensemble de l'Assemblée départementale au moment de l'élaboration du budget. Voilà, donc ça, pour nous, ça serait un élément facilitateur aussi pour prendre en compte les préconisations. Et enfin, les enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qui a justifié la commande au départ. Est-ce que c'est un besoin surtout de connaissances et de voir effectivement quels effets, quelle utilité, ou est-ce que c'est vraiment un besoin de changer parce qu'il y a un bouleversement réglementaire, parce qu'il y a une pression financière, parce qu'il y a des besoins sociaux qui ont complètement changé depuis 10 ans qu'on met en place tel ou tel dispositif. Et suivant ce qu'on appelle l'enjeu, c'est-à-dire le pourquoi on lance cette évaluation, les préconisations vont être plus ou moins bien comprises et c'est plus ou moins ce qu'on attend. Si c'est surtout un besoin de connaissance, ça peut être plus compliqué à faire des préconisations qui vont changer, par exemple, la définition de telle ou telle intervention. Et là, pour moi, ça pose la question justement de la préparation. Hier, dans certains d'entre vous, je disais qu'on accordait beaucoup de temps à ce que j'appelle l'étude de faisabilité et d'évaluation, c'est-à-dire pourquoi on lance cette évaluation maintenant et qu'est-ce qu'on va en faire. C'est ce qui existe toujours dans la lettre de mandat. Donc dans la lettre de mandat, c'est pas seulement on va évaluer ça sur les 10 dernières années, on précise, c'est-à-dire le président, puisque c'est lui qui signe, s'engage devant l'Assemblée départementale en disant on va utiliser les résultats d'évaluation pour ça et pour ci. Hein, voilà. Donc la commande, il faut que dans la commande, il y ait aussi précisé comment on va s'emparer des résultats et donc des préconisations. Et enfin, troisième série de facteurs qui vont faciliter ou pas la prise en compte des préconisations, alors derrière ce grand mot, organisation politico-administrative, c'est effectivement quel est le niveau d'implication des élus. Est-ce qu'ils sont impliqués juste formellement ou est-ce qu'ils s'impliquent dans tous les travaux? Est-ce qu'ils suivent les travaux? Est-ce qu'ils sont suffisamment accompagnés par les équipes d'évaluateurs? Est-ce qu'on est arrivé à faciliter leur appréhension de ce qui peut paraître trop techno parfois et qui peut très bien être expliqué de façon simple, de notre point de vue. Donc ça facilite plus ou moins, et encore une fois, encore plus si on fait des recommandations d'ordre stratégique, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Il ne faut pas que l'élu découvre à la fin que, tiens, tout d'un coup, on vous dit, monsieur, ne plus construire des maisons de retraite. Il faut vraiment que ça ait été un cheminement avec l'élu. Pour le Conseil général du Gard qui implique les citoyens dans les travaux d'évaluation, on a constaté que là aussi c'était un facteur qui quelque part engageait encore plus les élus. En fait, on implique les citoyens à des niveaux différents du temps d'évaluation, mais presque systématiquement, en tout cas, dans la fabrication justement de ces préconisations. Je parle bien des citoyens lambda, pas du tout les personnes concernées par la politique. Hein. Donc là, je donnais l'exemple, puisqu'on est vraiment en cours, il y a la dernière réunion avait lieu hier. On travaille sur les politiques de prévention et de protection de l'enfance et on a constitué un groupe de citoyens absolument pas concernés par cette politique-là dans leur famille, 15 personnes qui se sont réunies 3 fois pour nous renvoyer, eux, en tant que gardoises et gardois,
qu'est-ce qu'ils pensaient de cette politique de protection et de prévention de l'enfance, au-delà des choses médiatiques qu'on entend tous. Et dès lors que les citoyens sont amenés à fabriquer eux aussi, à faire des propositions de préconisation, ça implique plus nos élus dans l'intégration de ces préconisations. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, un facteur c'est l'initiative, c'est-à-dire d'où vient l'initiative. Est-ce que c'est effectivement au départ l'élu, est-ce que c'est un directeur, est-ce que c'est un chef de service? Donc là c'est vraiment important de vérifier tout ça. Et encore une fois, si la demande elle est très politique, il va falloir aussi penser à travailler néanmoins avec les services, parce qu'il y aura de toute façon des préconisations d'ordre plus pratique, organisationnel, qui va porter sur les pratiques. Et si c'est l'inverse, il faut aussi travailler avec l'élu, parce que de fait, il y aura aussi des recommandations plus politiques. Et puis enfin, ce que j'appelle le processus, c'est où se débattent finalement tout ce qui est recommandations, où sont prises les décisions. Est-ce que c'est dans les comités de pilotage avec les partenaires? Est-ce que c'est dans les instances de l'Assemblée départementale? Est-ce que c'est des instances dédiées? Là aussi, c'est quelque chose qui peut influer sur l'intégration, l'acceptation ou l'acceptabilité, je ne sais pas comment dire, des recommandations. Et puis, bon, tout ça, bien sûr, à mettre en débat. Il y avait deux choses aussi sur lesquelles je voulais peut-être échanger avec vous. Certes, il y a toujours, il y a des recommandations qui sont faites, des préconisations qui sont faites suite aux questions évaluatives qui nous ont été posées, à l'analyse et au diagnostic qu'on en a fait. Mais pendant ce temps d'évaluation, qui est assez long, hein, qui dure 1 an, il y a autre chose de moins concret qui se passe. C'est un temps un peu particulier où on travaille avec les équipes. Donc, c'est les évaluateurs et les équipes. Et ça aussi, ça produit des choses. Ça ne produit pas des choses en termes de recommandations, mais après, on peut voir que, de fait, il y a eu des habitudes différentes de travail qui sont prises pendant le temps d'évaluation et qui perdurent. Il y a d'autres projets qui ne sont pas liés directement à l'évaluation, mais qui sont émergés. Pour nous, on voit beaucoup de projets, par exemple, ou de demandes suite à des évaluations qui sont plus du côté du conseil en gestion, en termes d'outils de pilotage, d'outils de suivi, de réorganisation, de travail sur les pratiques, qui ne sont pas directement issus, je ne sais pas si vous me comprenez, mais des travaux d'évaluation et qui ne sont pas dans le rapport d'évaluation, mais qui sont quand même des choses que je voulais évoquer parce que je pense que c'est important. Et puis, quelque chose, c'est François Mouterne, l'autre fois, qui disait ça, donc, qui disait on a quand même encore des preuves à faire. Les rapports d'évaluation et leurs préconisations, même si on y met beaucoup de rigueur, si les démonstrations sont fortes, aujourd'hui encore, on a encore une fois la démonstration à faire de tout cet enrichissement suite à un travail d'évaluation face aux rapports de grandes personnalités, les rapports gallois ou des grands corps de l'État, le rapport de la Cour des comptes ou encore des grands bureaux d'études, où là on ne se pose jamais la question de la force de leur démonstration, on ne remet pas en cause finalement et on les prend un peu comme un content, alors que dans les travaux d'évaluation, il y a encore de la contestation, il faut encore se justifier. Voilà. Donc je vais enchaîner, puisque je crois qu'après on débattra ensemble. Je m'aperçois que ma présentation, elle est assez différente et complémentaire de la tienne. C'est assez intéressant, je pense que ça tient à nos structures qui ne sont pas les mêmes. Vous allez voir. Par contre, je n'ai pas de support PowerPoint, j'en suis désolée, j'espère que je vais être assez claire. Donc Anne Lautrédoux, donc moi je suis chargée de mission sur la démarche d'évaluation des politiques d'intervention financière dans une agence de l'eau, opérateur de l'État. Les agences, il y en a 6 en France, dans le cadre d'une gestion financière décentralisée. Je représente l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui est un territoire qui fait à peu près 1/4 de la France, 1/4 de la population, 25 départements, 6 régions. Donc on part de Besançon, on va jusqu'à Pau,
et jusqu'à Nice, donc Grand Fleuve Rhône et tous les cours d'eau méditerranéens. Donc une diversité géographique, d'acteurs aussi, de thématiques sur l'eau qui font en termes d'évaluation un terreau très intéressant. Donc l'agence, c'est 400 personnes. L'évaluation est à la direction planification et programmation. Les évaluations sont conduites à la fois sur les aides financières, sur les redevances ou la communication. Oui, je peux vous préciser quand même que les agences, donc leur rôle, c'est de prélever des taxes sur la pollution de l'eau et sur les prélèvements en eau pour les redistribuer sous forme d'aide, de subventions, pour les mêmes effets, donc réduire les prélèvements et améliorer la qualité de l'eau. Exemple, station d'épuration, réseau d'assainissement, réseau d'eau potable, réunion de concertation entre les différents acteurs, pêcheurs, agriculteurs, etc. Donc les évaluations que nous menons ont des budgets importants, puisqu'on a des territoires importants. Elles tournent entre 90 et 150 000 euros. Elles durent entre 5 et 12 mois. Et à ce jour, nous avons réalisé une douzaine d'évaluations. Et nous utilisons 80 à 90% des recommandations dans la programmation d'intervention financière qui suit. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un gros travail et que derrière il y a de la production et je vais vous en parler. Donc, on fait 3 types d'évaluations. On fait des évaluations managériales internes, un petit peu comme l'évaluation des dispositifs à la Conseil général, donc qui sont plus stratégiques avec des comités de pilotage vraiment agences. On a des évaluations typées partenariales avec les acteurs du bassin, donc 20% d'élus et 80% de techniciens, du directeur à l'expert au chargé de mission bénéficiaire. Donc où on regroupe donc conseil général, conseil régional, service de l'État, agence, etc. Et puis on va lancer des nouvelles évaluations, on parlera peut-être dans le débat, qui sont des évaluations que l'on souhaite encore plus indépendantes par rapport aux acteurs du territoire et sur des sujets peut-être plus polémiques pour lesquels une distanciation encore plus grande de la composition du comité de pilotage nous paraît nécessaire. Voilà, et certaines évaluations sont menées en copilotage avec la DREAL de bassin, la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du logement, qui travaille avec nous sur la construction et la validation du mandat et sur les restitutions des évaluations. Donc, utilisation principalement managériale et politique des évaluations. Alors la question sur les facteurs de prise en compte des messages par les décideurs, donc moi je l'ai traité un peu toute seule parce que je suis toute seule sur le service, enfin en tout cas chargée d'évaluation dans le service qui gère l'évaluation, la prospective et la socio-économie. Et je vous propose de la voir en 2 temps. D'abord les facteurs positifs et ensuite, c'est moi qui ai éteint, voilà. Et ensuite les facteurs négatifs, enfin en tout cas limitants. Alors c'est très structuré, j'en suis désolée, c'est beaucoup plus agréable. J'aimais bien ta présentation Laura Lues, là vous allez voir, c'est très état. Alors, donc en premier lieu l'anticipation pour que puissent être pris en compte les messages par les décideurs, il faut anticiper. Anticiper déjà sur un plan politique, c'est-à-dire sur le choix des sujets. On a, au fur et à mesure de notre expérience, réalisé et constitué des programmes pluriannuels d'évaluation, où on a tout un tas de sujets qu'on a sélectionnés, déjà des sujets qu'on a, on va dire, tamisés au fil de nos différentes rencontres avec les services techniques ou avec certains élus, pour savoir si c'était vraiment de l'évaluation, ou si c'était juste une étude stratégique, ou de l'audit, etc. Et on l'a fait valider par le comité de direction de l'agence. On l'a fait valider quand c'était besoin et que c'était des sujets politiques
par le bureau du comité de bassin, qui est notre petit parlement de l'eau sur le territoire, voire par le conseil d'administration de l'agence de l'eau, quand il y avait une influence financière forte sur le programme d'intervention de l'agence, et également en interne, pour que l'ensemble des services aient connaissance des sujets sur lesquels on allait s'engager. Ensuite, il y a la validation du mandat. Donc ça, c'est vraiment l'anticipation de base. Alors Agnès en a parlé. C'est à ce moment-là que on commence à faire prendre conscience de façon forte de la responsabilité de l'évaluation, de son opportunité politique, en référence au préambule de la charte de l'évaluation de la Société française de l'évaluation. Donc l'opportunité politique. Le mandat, suivant le degré d'évaluation que je vous ai présenté tout à l'heure, si c'est managérial, partenarial, eh bien il sera signé soit par le directeur de l'agence, soit par le président du conseil d'administration, soit par le président du comité de bassin. Et voilà, et ça donne un poids. Et surtout derrière, ça donne non seulement une légitimité politique, mais une capacité d'organiser derrière l'évaluation et de pouvoir avoir un espace de liberté et de travail. Et en plus, dans chaque mandat qui sont réalisés, donc nous c'est une feuille A4 recto verso, on a le diagnostic de la politique, donc on commence à faire partager un peu nos réflexions, les réflexions de l'année dans la phase d'évaluation. On pose les questions évaluatives, on se met d'accord sur lesquelles on va travailler, c'est l'efficacité, si on va questionner la pertinence de la politique, si c'est l'efficience, etc. On donne la composition des membres du comité de pilotage, voilà, et on précise l'échéancier et donc les attendus, quand on va pouvoir utiliser les résultats de l'évaluation, pour bien vérifier dès le début qu'on sera bien dans le calendrier politique. Voilà. Pour anticiper aussi sur un plan politique, eh bien, il y a la démarche elle-même, puisqu'on fait participer les décideurs et les élus dans l'évaluation, à la fois au travers des comités de pilotage quand ils sont partenariaux, et également, si les élus ne sont pas dans les comités de pilotage, ils sont aussi interrogés au cours de la démarche lors d'ateliers ou d'enquêtes. Ça a été le cas notamment sur notre dernière évaluation avant-dernière sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, où en fin de parcours, on a fait un atelier avec les élus sur les recommandations, pour voir un petit peu quelles étaient leur analyse. Ça nous a permis aussi, leur retour, ça nous a permis aussi de prévalider les propositions, avant de présentation de l'instance décisionnelle. Et les élus ont tout de suite dit que, puisqu'ils avaient eu présentation des constats de l'année au cours de l'évaluation, qu'ils allaient pouvoir utiliser la stratégie dans leurs lieux respectifs, maintenant qu'ils avaient vu un peu les opportunités ou les enjeux sur lesquels ils pouvaient s'engager. Anticiper, c'est aussi le rôle de l'évaluateur. Moi, je dis souvent que c'est un accoucheur d'idées, la maïeutique. C'est-à-dire, il a tout un travail d'équilibriste et de lien à faire avec le consultant, quand c'est externalisé, avec le service thématique au cours du travail d'évaluation, mais aussi après, pour le pousser sur les suites à donner. Qu'est-ce qu'on fait de l'évaluation? Voilà, on a 15 recommandations, derrière, on les prend pas, et si on les prend comment, etc. Et si tu les prends pas, pourquoi? Quels sont les impacts humains, financiers, etc. Et puis il y a le service, il y a le calage avec les services, donc la direction de planification et de programmation, notamment, qui a un petit peu un rôle plus large pour identifier les enjeux de la structure et savoir quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'évaluation. Voilà. Le rôle de l'évaluateur, c'est aussi et surtout transmettre le jugement de valeur. Il y a quand même un rôle comme ça de personnalité un peu intégrée et extérieure, et ce jonglage-là est à faire. Anticiper, c'est aussi toujours le premier point positif, facteur de prise en compte des messages,
c'est aussi sur la période d'utilisation des recommandations. C'est-à-dire sur la période et sur la manière dont on va se dire, tiens, il faut anticiper que la décision puisse être prise en compte, c'est-à-dire par exemple, chez nous, on associe le directeur thématique au dernier comité de pilotage pour qu'il ait connaissance des débats qui ont lieu en fin de travail. Avec un petit cadrage quand même, c'est qu'il n'est pas membre du comité de pilotage. C'est particulier, mais ça permet d'avoir à la fois une visibilité sur le processus d'évaluation, la manière dont il a été conduit, et aussi des débats qui ont eu lieu dans le comité de pilotage. Alors, il ne faut pas que ce soit trop tôt, sinon il peut empêcher quelqu'un de parler, réorientation des recommandations finales, et il ne faut pas que ce soit trop tard, parce que si on ne l'associe pas, on a remarqué que certains directeurs, certains services surtout, n'ont pas le temps de s'approprier l'ensemble des réflexions, des constats qui ont été rassemblés durant 9 mois de travaux. C'est pas rien. Voilà. Alors, il faut aussi donc, du temps d'appropriation suite aux évaluations. En général, on a 4 à 6 mois entre le passage dans les différents services, des réunions bilatérales, et puis un début de discussion politique. Il faut s'intégrer dans l'agenda des instances politiques, agenda du comité de direction, des instances conseil d'administration, etc., voire le créer. Nous, on a créé des comités de direction ad hoc, parce que il n'y en avait plus pour notre institution. Et puis également, il faut être dans une période d'enjeu décisionnel. Nous, on a dû accélérer certaines restitutions, certains échanges, parce qu'on savait que les délibérations d'application allaient être engagées rapidement et qu'il fallait très vite transférer l'information pour qu'elle soit utilisable dans la décision financière. Anticiper. Le maître mot, je pense que c'est quand même celui-là. Deuxième point positif, c'est le rôle du comité de pilotage. Le comité de pilotage, il a un grand rôle, notamment quand il est partenarial, parce qu'il permet de donner du sens à l'action et puis d'identifier les enjeux, les négociations futures. Les membres du comité de pilotage sont aussi légitimes. Ils ont une représentation, une légitimité pour les décideurs, et le fait que les recommandations soient portées par un comité de pilotage avec des instances assez variées assoit le jugement. Voilà. Et il y a le rôle du président du comité de pilotage qui n'est pas neutre, parce que c'est lui qui va faire le relais aussi. Alors soit parfois c'était un directeur ou un délégué à l'agence de l'eau qui pas concerné par la thématique évaluée, mais qui était garant de la démarche. Soit c'était un élu du conseil général notamment sur une évaluation, et qu'il soit directeur, qu'il soit élu au sens élection, c'est de toute façon important en termes de retour entre pairs. C'est-à-dire la capacité du président à parler à d'autres présidents, enfin à d'autres élus, d'élu à élu, de directeur à directeur. Le poids des recommandations est plus important. Je vais passer sur un troisième point positif sur la prise en compte des messages, c'est la rigueur et le professionnalisme. Vous pensez que notamment par rapport aux consultants, c'est important. Juste préciser que la capacité d'adaptation et de communication est importante. Le message, quatrième point, doit être adapté pour être pris en compte. C'est-à-dire, on a des supports. Aujourd'hui, c'est très mauvais, j'en ai pas. Mais on a des supports, ils sont écrits ou oraux. Ça dépend des gens qu'on a en face de nous. Certaines personnes, et dans les comités de pilotage, vous ne savez pas toujours quelle est la sensibilité de chacun, mais certains préfèrent un support écrit, un rapport, une note de synthèse, une note de direction. D'autres, un support oral, par entretien, en catimini, parce qu'ils ne souhaitent pas avoir des débats en public, ou en réunion de travail, ou
plus généralement avec un support de diaporama, hein, tout simple, qui doit être court, visuel, et qui doit être ciblé. C'est-à-dire, en comité de direction, on va parler ressources humaines et financement. Avec le comité de bassin, on va parler positionnement politique. Voilà. Ben, on a peut-être 15 recommandations, mais on va s'attacher surtout, même si on les présente rapidement, sur 3, parce que sur les 3, on a besoin d'une validation politique. Et c'est là où leur rôle est attendu. Après, en fonction de l'agenda, c'est 15 minutes. Si c'est un conseil d'administration, il y a 15 points. Ou c'est 2 heures, si on arrive à décaler une restitution spécifique. Et puis, donc, ça doit être accessible. Pour le décideur, et là, j'entends le décideur plutôt le directeur en interne, hein, et le comité de direction, mais ça marche aussi hein, pour les instances, mais c'est quand même plus exigeant en interne au niveau du comité de direction. Il faut des éléments qualitatifs et quantitatifs. Il faut toujours réaffirmer le rôle de décision hein, du comité de direction. En général, la dimension stratégique de l'évaluation intéresse facilement, quel que soit le lieu de restitution. Et pour les aider à la décision, il faut un petit peu les aider à comprendre et à être en capacité de décider. Sur chaque recommandation, maintenant, on fait des tableaux, on appelle ça des suites à données. Donc les suites à données, c'est la liste des recommandations. On les prend pas. Sinon, on fait quelle action, avec qui, dans quel délai. Là, vous sentez le service de l'État. Et puis donc, on présente chaque point. Et on est d'accord, on n'est pas d'accord. Évidemment, il y a les moyens associés aux propositions des suites qui sont proposées. Un élément aussi, c'est de hiérarchiser les recommandations. On a souvent dans les rapports, on a souvent dans les diaporamas encore une liste à l'après-vert des recommandations. Alors on ne veut pas, souvent hein, le consultant ne veut pas hein, les mettre les unes par rapport aux autres parce qu'il y a des enjeux différents, etc. Mais en comité de direction, il faut être plus rapide, donc on est obligé de faire ce tri-là, cette hiérarchisation-là, et il y a peut-être un travail du service d'évaluation, du service thématique aussi qui est à solliciter.